Au total, on a plus d'1 500 000 personnes qui viennent par mois à travers le monde. On fait partie désormais des leaders, en tout cas en France c'est sûr, et à l'international des gros acteurs de l'information boursière et financière en ligne. Alors moi j'ai démarré la bourse en 98, je faisais des études d'expertise comptable à l'ISEG, une école de commerce à Lyon qui prépare à l'expertise comptable d'Institut supérieur européen de gestion. Et après avoir gagné 2 années de suite le concours de bourse organisé par l'école de commerce de l'ISEG, j'ai décidé de faire ce métier quand je serai grand. Et donc à partir de là, j'ai commencé à trader. J'ai ouvert un compte chez à l'époque Staltrade. Et je suis tombé dedans, je suis tombé dans le marché et j'ai poursuivi mes études tout en tradant activement, ce qui a fait que j'ai pas toujours été très assidu à tous mes cours. J'ai fait juste ce qu'il fallait pour avoir mes études et donc pour avoir le DECF, diplôme d'études comptables et financières, et j'ai repris derrière un master option marché financier et il me proposait de faire un stage de 6 mois en entreprise. Et comme en parallèle à mes activités de trading, j'avais une appétence pour l'informatique, et que j'avais déjà créé une espèce de blog à l'époque, un site perso qui avait fait parler un peu de lui, puisqu'en gros en 2001 j'ai dit qu'il fallait vendre, que tout était surévalué, et on était vendeurs et complètement transparents sur nos décisions. Le site a fait parler de lui, et je me suis retrouvé avec un trafic important, une revue de presse très importante, que je n'avais pas forcément cherché en animant juste un blog en parallèle à mes études. Et j'ai fait mon stage de fin d'études dans ma société, qui est toujours la même. J'ai jamais travaillé ailleurs que chez Surperformance, société que j'ai fondée. Et à partir du moment où la société a été créée, on a commencé à vendre des abonnements qui donnaient accès à nos portefeuilles qu'on gère en totale transparence et en live. Je crois pouvoir dire qu'on a inventé ce concept de transparence et de conseils applicables. À chaque fois que l'on dit quelque chose, on le fait. Et on tient un track record, un journal de bord depuis maintenant 2001. Donc on est complètement transparent sur ce que l'on fait. Donc qu'est-ce qui m'a intéressé dans les marchés? Eh bien, c'était la notion de tenter de maîtriser l'aléatoire. Il y a un côté aléatoire à l'évolution des marchés, il y a un côté remise en question permanente, et c'est moi ce qui m'a passionné. Et voilà, en fait, je suis sur les marchés maintenant depuis 1998, j'ai 36 ans. Et on est une vingtaine de personnes à travailler aujourd'hui chez Surperformance, avec des anglophones, des francophones, évidemment, beaucoup d'informaticiens. On a la moitié de notre équipe qui est composée d'informaticiens et l'autre moitié. Donc on a une vingtaine de personnes. On est basé à Annecy, au bord du lac, en Haute-Savoie. Pourquoi? Parce qu'on fait du web. La société a été créée à Lyon en 98-2001, une phase de création. Le site en 98, la société en 2001. On est resté à Lyon pendant 10 ans, rue de la République, on ne peut pas être mieux placé, sur la Presqu'île. Et puis, se poser la question de où est-ce que l'on souhaitait finalement vivre durablement, et étant donné qu'on faisait du web, qu'on avait de plus en plus un trafic international, j'ai proposé à l'équipe qu'on déménage, qu'on allait s'installer dans l'endroit de France qui, à mon avis, est le plus sympathique à vivre selon mes valeurs. Donc la Haute-Savoie, avec le lac l'été et le ski l'hiver, et avec l'aéroport de Genève à 30 minutes. Donc j'ai motivé toute l'équipe, et en 2010 on s'en est allé s'installer à Annecy, tout le monde a suivi. 2 personnes sont restées à Lyon, sont toujours en télétravail. On a une personne qui travaille depuis Berlin aussi, qui est l'un de nos responsables informatiques, qui est allemand. On a une personne qui nous représente à New York. Donc ouais, on est un peu éparpillé dans le monde entier, avec beaucoup de télétravail, de Skype, et on a très peu de turnover. On est vraiment une équipe de passionnés. Et voilà, aujourd'hui nos métiers sont vendre des abonnements qui donnent accès à nos portefeuilles qui sont réels. On est les seuls en France à faire ça. On gère notre argent en totale transparence. Ouais. Voilà pour ce qui est de ma présentation. On connaît mieux un peu Franck Morel, on connaît un peu mieux Zone Bourse. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez retrouver Zone Bourse sur leur stand, le A2, derrière. D'ailleurs, on a
lié à un partenariat un peu plus important avec Zone Bourse cette année et avec nos salons. On pense que Zone Bourse est un site très intéressant, très important dans le domaine de la finance, des analyses, des outils qu'on peut trouver, des informations qu'on peut trouver, et tout ça gratuitement. Donc je vous conseille, mais tout le monde le connaît, beaucoup le connaissent. Zone Bourse, c'est pas nouveau, et tout le monde le connaît. Alors, on connaît un peu mieux, on connaît l'historique, on connaît la société. Une anecdote, durant votre parcours, vous avez dû vivre des moments palpitants. Avez-vous rencontré des anecdotes particulières, spécifiques? Je ne demande pas un super gain, je ne demande pas un super perte, parce que ce sera les questions suivantes, mais une anecdote, quelque chose de surprenant, vous avez vu, ah là vous êtes ces produits, quelque chose d'amusant, vous auriez pu voir. Quelque chose d'amusant. Alors, oui, quelque chose, une anecdote. On organise un concours de bourse qui s'appelle donc le Trading Masters, qui est le premier concours boursier réel et totalement transparent. Et pour participer à ce concours, il faut ouvrir un compte d'un minimum de 1000 euros. On a lancé ce concours en 2007 et on a un participant qui est arrivé dans le concours avec 1 million d'euros, qui a géré son million d'euros en totale transparence. Pas forcément toujours très bien, mais on a trouvé extrêmement surprenant que la personne entre dans le concours pour partager ses positions et participer au concours avec 1 million d'euros. Voilà. Après. Alors, une anecdote, 1 million d'euros quand même dans ce concours, alors qu'il suffit de 1000 euros pour pouvoir jouer. Alors, performance et puis résultat. Quelle a été la meilleure performance que tu aies rencontrée en trading? Celle qui vraiment a été la plus faramineuse? Est-ce que c'était dû à de la chance? C'était quand, sur quoi et combien? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on gère depuis 2001 nos portefeuilles en totale transparence. Et de 2001 à 2008, on le faisait dans les conditions du réel, mais en virtuel, parce qu'on n'avait pas la technologie pour en temps réel informer tous nos clients d'une opération qu'on a pu passer avec notre compte titre. Et en 2009, on a décidé de passer nos portefeuilles en réel, tout simplement parce qu'en 2008, on avait fait une excellente performance dans des marchés horribles, et les gens ne croyaient pas aux performances qu'on affichait. Donc on est allé voir d'abord un huissier pour lui demander dans quelle mesure il pouvait horodater chacune de nos opérations virtuelles. On s'est rendu compte qu'on allait avoir des droits de timbre de 70 € pour chaque trade, que c'était très compliqué de trouver un huissier qui connaissait quelque chose à la bourse, qui aurait été capable d'horodater, d'aller chercher le cours en temps réel de l'action en question, etc. En gros, on n'a pas trouvé d'autre option pour que ce soit indiscutable, pour que nos performances soient indiscutables, que de passer en réel. Et donc en 2009, on communique massivement sur le fait qu'on remette tous nos compteurs à zéro et qu'on va passer en réel. On a une longueur d'avance déjà avec nos portefeuilles virtuels gérés en totale transparence, mais passage au réel, tout le monde nous attend un peu au tournant. Bien sûr, c'est normal. Et 2009, on a fait une année, on a explosé tous les compteurs. De toute l'année, sur l'ensemble de l'année 2009, on avait quasiment tous les jours le palmarès des plus fortes progressions en étant acheteur, ou parfois le palmarès des plus fortes baisses en étant vendeur. Il y avait une espèce d'alchimie dans l'équipe, une situation de marché qui était particulièrement adaptée à mon indicateur technique qui s'appelle le STEAM, avec des mouvements de reprise, de rebond, volume, volatilité, et on s'est gavé pendant un an. Juste après avoir remis les compteurs à zéro et s'être mis en risque, on a fait 130% de performance nette de frais avec du vrai argent en totale transparence. Et à cette époque-là, il y avait aussi Nicolas Chéron qui travaillait, il y avait Xavier Fenot aujourd'hui de Bourse. Il y avait une espèce d'alchimie et tout s'enchaînait parfaitement. Malheureusement, tout ne se passe pas parfaitement et c'est pas le paradis tous les jours. Alors, il y a des fois où ça se passe mal. Alors maintenant qu'on a vu les très bonnes positions, les très bons résultats, quels ont été les pires résultats? Pourquoi? Est-ce que tu peux l'expliquer? Quand et combien, pareil, et sur quel marché? Alors notre pire période, de 2001 à 2011,
on a arrêté dans tous les gros mouvements, à l'achat, dans tous les mouvements, et en les annonçant et en surfant dessus, en évitant systématiquement les beignes et en les mettant régulièrement à profit. En 2011, août 2011, début de la crise grecque, on est en équipe réduite, on est en plein mois d'août, et là on s'est pris une grosse baigne parce qu'on a complètement sous-estimé l'impact de la crise grecque et donc européenne, qui pour moi repose en grande partie sur l'effondrement de l'euro et le fait que tous les investisseurs étrangers, en étant investis sur nos marchés, étaient investis en euros. Donc ils avaient eux ils se prenaient une double pilule. Ils se prenaient la correction des marchés surprise et extrêmement violente. Deux, ils se prenaient une baigne sur l'euro qui a perdu 20% de sa valeur en quelques semaines. Ce qui a fait que tous les investisseurs étrangers qui étaient investis sur les marchés européens et qui avaient des poches de 5, 10, 15%, les ont soldés à n'importe quel prix. Et c'est comme ça qu'en l'espace de quelques semaines, le marché s'est complètement retourné. Les marchés européens sont partis en décorrélation complète avec les marchés américains. On a vu des niveaux de valorisation complètement hallucinants sur les actions européennes, tout simplement parce que vous avez des investisseurs étrangers qui balançaient leurs titres. Et j'explique la raison. Voilà. Et nous on l'a pas vu venir. Nous on l'a pas vu venir parce qu'on a complètement sous-estimé l'importance de la Grèce dans l'Europe, de par son PIB. Et de par le risque systémique qui pouvait être entraîné sur la monnaie et donc sur le scénario Kata. Sachant que de notre côté, on a toujours, d'ailleurs si tu te souviens, à chaque fois qu'on fait un salon, j'ai toujours dit il faut sortir de la France, 1, 2, si on doit rester en Europe, l'Allemagne, 3, si on doit faire l'international, les marchés américains. Depuis, ce discours, je le tiens depuis 10 ans bientôt. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui Fort Trader c'est un site plus gros que le site français que vous connaissez bien, qui est Zone Bourse, parce qu'on a investi très tôt dans l'international. Bref. Ouais. Fort Trader, c'est Zone Bourse en anglais et sur les marchés américains et à destination des anglo-saxons et surtout des États-Unis. Mais vous pouvez le retrouver, vous pouvez y aller dessus, redonne l'adresse exacte. C'est 4-traders.com. Pour tous ceux qui parlent anglais et qui traitent sur les marchés américains, on a plus d'infos que sur Google Finance. Donc je disais, voilà, donc août 2011, on n'a absolument pas vu venir, on est en équipe réduite. Par conséquence, on a jusqu'à de 2001 à 2011, on est les rois du pétrole. On a tout évité, on est considéré un peu comme des magiciens. Et en 2011, on s'est pris une baigne. Donc on est redevenus des humains et on a été nous aussi capables de se prendre un carton. Donc en termes d'image de marque, on a perdu un peu. En termes de marché, d'argent perdu sur le marché, on a perdu beaucoup d'argent sur le marché. Et on a perdu aussi beaucoup de clients. La société c'est Superformance, est-ce qu'il n'y avait pas sur Ego à ce moment-là de 2001 à 2011 et puis que 2011 nous a un peu ramené les pieds sur terre? Sincèrement, je pense pas. Non, sincèrement, je pense pas. Je pense pas qu'on fasse partie des plus virulents au niveau commercial ou. Non, non, mais je sais que tu parles pas du commercial, mais tu sais que ça va en même temps et que si on veut être bon sur les marchés, il faut être humble. Et sincèrement, je pense pas qu'on surfe. Non, c'est peut-être décontracté. On était complètement décontracté et on n'a pas vu venir le Black Swan. Mais non, je pense pas que ce soit lié au fait qu'on ait pu prendre la grosse tête ou non, je pense pas, ça ne ressemble pas. Alors, on commence à mieux te connaître, on a compris un peu Zone Bourse, on a compris forttraders.com, toi personnellement, ton équipe, on peut retrouver donc Zone Bourse sur leur stand, le stand A2, et également on les retrouvera régulièrement sur nos événements. Alors, monde de la finance et projets, comment vois-tu l'évolution de la finance et de la bourse dans les prochaines années? Et quels sont les projets de ce que veut mettre en place Zone Bourse dans le futur? Maintenant que vous avez un site américain, un site français, la gestion, est-ce qu'il y a des axes de développement sur lesquels vous envisagez de progresser? Alors première question, donc l'évolution de la finance sur ces 10 prochaines années. L'informatique et la finance vont devenir
l'informatique et les mathématiques vont devenir de plus en plus importants. Elles le sont déjà extrêmement, mais elles vont continuer à monter en puissance de manière, à mon avis, exponentielle. Les systèmes, des algorithmes, des systèmes de gestion du risque, des systèmes de sélection des sociétés, des systèmes de passation d'ordre, des systèmes où l'humain va avoir de moins en moins sa place, puisque l'humain peut être considéré comme du risque, le discrétionnaire comme du risque. Pour beaucoup d'investisseurs et de banques qui veulent absolument mettre en place des process qui vont devenir de plus en plus complexes. Et donc l'informatique et les maths vont de plus en plus importantes. Le big data, le traitement de données, en temps réel. J'en suis convaincu. Non, mais pour la bourse, pour ce qui fait qu'aujourd'hui il y a de la liquidité sur les marchés, c'est pas des hommes qui cliquent, et je pense que ce sera de moins en moins des hommes qui cliquent. Ce qui peut potentiellement être un problème un jour, mais l'intelligence artificielle, les systèmes de données, le traitement va faire que développer. On l'observe déjà depuis plusieurs années. On a vraiment vu des marchés évoluer. Les marchés d'aujourd'hui sont tous les mêmes qu'ils étaient il y a 5 ou 10 ans. Il y a une efficience qui monte en puissance et qui fait aussi que le trading pour compte propre en mode à la maison 3 écrans est pour moi beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il ne l'était. Sans parler des taxes, etc. Ouais, on pourra revenir, mais aussi pour illustrer ce qui va être à mon avis un futur relativement proche, il y a la société Facebook qui vient d'acheter une société qui s'appelle Oculus Rift. Oculus Rift qui fabrique des espèces de masques qui vous permettent, une fois que vous avez mis votre masque, de voir les écrans. Vous êtes en réalité virtuelle. Et figurez-vous qu'il y a Bloomberg qui travaille actuellement avec Oculus Rift sur le développement d'un écran Bloomberg à l'intérieur de votre Oculus Rift. Donc en gros, pour moi, le trader de demain, c'est quelqu'un qui est assis, debout, on va bien manquer de la position qu'il veut, avec son masque. À l'intérieur de son masque, une multitude de screens. Ce qui, en gros, quand vous avez une Google Glass, vous avez un petit écran là. Avec Oculus Rift, vous avez des écrans de partout. Et en fonction de où vous regardez avec votre pupille,